Chapitre 8. Les poulpes avant l'hécatombe. 20 avril 1868. Depuis le pôle, le capitaine Nemo est introuvable. L'équipage, quasiment invisible, se contente de nous apporter notre nourriture. Nous sommes seuls au salon la plupart du temps. Parlez-lui, professeur, il vous écoute, vous. Demandez-lui. Quoi donc, Ned? Quand finira notre supplice? Il y en a de bien pires, maître Land. Au fond, nous ne sommes pas si mal ici. Et nous sommes bien traités, ajoute Conseil. Peut-être, mais nous avons failli mourir au pôle Sud. Et puis, ce voyage a assez duré. Continuez si vous voulez, moi, c'est décidé, je m'évade. Ce n'est pas la première fois que vous le dites, maître Land, remarque Conseil. Non, mais cette fois, j'ai ceci. Une clé anglaise? Où l'avez-vous prise? Dans la salle des machines. Elle nous servira à décrocher ce maudit canot du sous-marin le moment venu. Pourquoi dites-vous « nous », Ned? Parce que j'aurai besoin de votre aide. À 3 sur un canot, nous pouvons réussir. Seul, je ne donne pas cher de ma peau. Tenez-vous prêt, à la première occasion. Oh, un kraken, s'écrie tout à coup Conseil. Un quoi? Demande le Canadien que le spectacle des fonds marins n'amuse plus depuis bien longtemps. Un poulpe géant, regardez! Mon Dieu, quelle épouvantable bête, dis-je en apercevant un calamar de dimension colossale. Ce monstre-là fait au moins 8 mètres, dit le Canadien impressionné à son tour. Et celui-là est encore plus gros, renchérit Conseil. Mais combien sont-ils? Mon Dieu! J'en ai compté 7, professeur. Tout à coup, le Nautilus s'arrête brusquement. Les branches de son hélice ne tournent plus du tout. 1 minute plus tard, le capitaine Nemo, suivi de son second, entre dans le salon. « Messieurs, dit-il, le bec d'un de ces poulpes bloque l'hélice et nous empêche de marcher. »« Qu'allez-vous faire, capitaine ?»« Les combattre corps à corps, à la hache. » « Et au harpon, monsieur, si vous ne refusez pas mon aide. »« Je l'accepte, maître Land. J'ai donné l'ordre de remonter à la surface. Préparons-nous. » Nous nous dirigeons tous vers l'escalier central. Là, une dizaine d'hommes, armés de haches, se tiennent prêts à l'attaque. Le marin en haut de l'échelle desserre les boulons du panneau, mais il n'a pas le temps de relever entièrement le couvercle que le bras d'un poulpe se glisse comme un serpent dans l'ouverture. D'un coup de hache, le capitaine Nemo tranche ce formidable tentacule qui glisse sur les échelons en se tordant comme un gros ver. Nous sortons. À peine arrivés sur la plateforme, un autre bras s'abat sur un des marins et l'enlève avec une puissance irrésistible. Le capitaine lance un cri et se jette sur le monstre. Quelle scène! Le malheureux, saisi par le tentacule et collé à ses ventouses, se débat comme un pantin. D'un coup de hache, le capitaine Nemo coupe un bras du monstre, puis 2, 3, 4. Pendant ce temps, le reste de l'équipage, Conseil et moi, enfonçons nos haches dans les corps mous des autres attaquants. C'est horrible, le poulpe assassin n'a plus qu'un seul bras. Mais au moment où le capitaine se jette sur lui pour l'assaut final, l'animal lance un jet de liquide noirâtre, aveuglant, et disparaît, emportant sa proie avec lui. De son côté, Ned, un bon chasseur, a immédiatement trouvé le point faible des gigantesques bêtes. Son harpon crève un à un leurs yeux vitreux. Soudain, mon audacieux compagnon est renversé par un tentacule. Déjà, le bec du poulpe est sur lui, prêt à le couper en deux. Je me précipite à son secours, mais le capitaine Nemo est plus rapide. Sa hache disparaît entièrement entre les 2 énormes mandibules du monstre. Ned est sauvé. « Nous sommes quittes, dit le capitaine au harponneur. Ned s'incline sans lui répondre. Le combat a duré 1 quart d'heure. Les poulpes blessés à mort et horriblement mutilés abandonnent finalement le Nautilus et disparaissent sous les flots. Le capitaine Nemo, rouge de sang, immobile, regarde la mer qui vient d'engloutir un de ses compagnons, et de grosses larmes coulent de ses yeux. Après 10 jours passés à naviguer au hasard, comme si le capitaine Nemo et ses hommes refusaient de quitter les lieux du drame où avait péri l'un des leurs, le Nautilus reprend sa marche forcée. Le 1er mai, nous entrons dans le courant du Gulf Stream, le grand fleuve des mers, et nous plongeons dans ses eaux chaudes. 1 semaine plus tard, nous sommes à 30 miles des côtes de la Caroline du Nord. Puis la baie de Saint-Laurent, le pays natal de notre harponneur. Pauvre Ned, prisonnier si près de chez lui. Une question m'obsède cependant. Quelles sont les intentions du capitaine Nemo? Veut-il vraiment nous conduire au pôle Nord? À ma grande surprise, le 15 mai, le Nautilus prend la direction du sud et se dirige vers l'Europe. Le 28 mai, nous ne sommes qu'à 150 km de l'Irlande. Va-t-il s'engager dans la Manche?
Me laisser entrevoir les côtes de France comme il a laissé deviner les côtes canadiennes à Ned? Le 1er juin, après un mois d'absence, le capitaine Nemo entre dans le salon. « Savez-vous où nous sommes » dit-il en s'adressant à moi comme si nous venions de nous quitter. « Pas très loin de mon pays » dis-je simplement. « Ce n'est pas la réponse que j'attendais, professeur. Même si c'est de votre pays qu'il s'agit. Que voulez-vous dire, capitaine ?» Le capitaine actionne alors les panneaux du salon et nous découvrons une épave recouverte de coquilles blanchâtres. « Encore, dit Ned, cela fait 7 mois que vous nous montrez des épaves et des poissons. » Cette épave, maître Ned, est un symbole. « Ah oui ?» dit Ned. « Et qu'a-t-il donc de si spécial ?» Ce navire, monsieur le harponneur, c'est l'honneur de toutes les marines libres de ce monde, s'il en existe. Le Vengeur. Exactement, professeur. Je vois que vous connaissez l'histoire de France. Puis, d'une voix lente, le capitaine dit gravement. Il y a 74 ans, jour pour jour, à cette place même, ce navire, après un combat héroïque, préféra s'engloutir avec ses 356 marins plutôt que de se rendre. Il disparut sous les flots au cri de « Vive la République !» Et alors, dit Ned, croyez-vous qu'en venant ici, vous allez ressusciter tous ces hommes ? C'est ici que je l'attends, s'écrie alors le capitaine Nemo, rouge de colère, le visage transfiguré par la haine. C'est ici qu'il viendra mourir. Qui ? Demandons-nous d'une seule voix. Nous allons remonter à la surface, messieurs. Je vous attends sur le pont. Vous entendez, Ned ? Dis-je en arrivant sur la plateforme. On dirait une détonation. C'est un coup de canon, répond le Canadien. Il vient de ce bâtiment, droit devant nous. Pouvez-vous reconnaître sa nationalité ? Demande Conseil. Je ne vois pas son pavillon, répond le Canadien. En tout cas, c'est un navire de guerre, un cuirassé. Nous sommes sauvés, dit Conseil. Peut-être, dit Ned en agitant son mouchoir. Misérable, s'écrie le capitaine en lui arrachant son mouchoir de la main. Veux-tu donc que je te cloue sur l'éperon du Nautilus avant qu'il ne se précipite contre ce navire ? Ah, tu sais qui je suis, navire d'une nation maudite, lance-t-il ensuite en direction du vaisseau. Je t'ai reconnu, et tous tes canons te serviront à rien contre ma vengeance. Descendez, messieurs, dépêchez-vous, nous plongeons. Vous allez donc attaquer ce navire, capitaine ? Pourquoi ? Monsieur, je vais le couler. Pourtant, le Nautilus n'a rien à craindre de ses canons. Je suis le droit, je suis la justice, je suis l'opprimé, et voilà l'oppresseur. C'est par lui que tout ce que j'ai aimé, chéri, vénéré, patrie, femme, enfant, mon père, ma mère, j'ai vu tout périr. Tout ce que je hais est là, taisez-vous et descendez. De la vitre du salon, entouré d'une dizaine de marins, nous assistons à une scène insoutenable. Le Nautilus fonce à toute vitesse vers le cuirassé. Quel spectacle horrible! Son éperon pénètre dans la coque, l'éventre, la transperce de part en part. Coupé en deux, le navire sombre en quelques minutes, emportant avec lui son malheureux équipage. Un carnage. 2 heures plus tard, nous sommes loin du massacre. À bord règne un silence de mort, et toute surveillance semble avoir disparu. « Partons, mes amis, c'est le moment, dit Ned. »« Où sommes-nous ? Je l'ignore, professeur, mais certainement pas très loin d'une côte. »« La mer est mauvaise, dit Conseil. Tant pis. Et si l'équipage nous surprend, dis-je ? Je me défendrai jusqu'à la mort. Nous mourrons ensemble, mon ami, mais je vous suggère d'attendre la nuit. »« Le professeur a raison, dit Conseil. D'accord, rendez-vous au canot à 1 heure. » À l'heure dite, Ned desserre les écrous de l'ouverture du canot avec sa clé anglaise. Heureusement, il n'est pas gardé. Nous nous engouffrons dans l'embarcation quand soudain, des cris se font entendre. « L'équipage ! Si vite ! Comment pouvait-il savoir ?»« Maelstrom ! Maelstrom !» crient les machinistes paniqués en courant dans tous les sens. « Ces bandits donnent l'alarme, dit Conseil. »« Non, ce n'est pas après nous qu'ils en ont, dit Ned. Tenez-vous bien, nous allons faire un tour sur un drôle de manège. » Le Maelstrom! Nous sommes aspirés par le nombril de l'océan. Entraîné dans l'énorme tourbillon d'eau, le Nautilus tourne sur lui-même comme une toupie dans un entonnoir. Nous sommes perdus. Quand je reprends connaissance, je suis couché dans une cabane de pêcheurs. Mes 2 compagnons, sains et saufs, sont près de moi. Où sommes-nous ? Norvège. C'est fini, professeur. Nous allons rentrer chez nous, me dit Ned en m'embrassant. J'ignore et j'ignorerai toujours ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, ce qu'est devenu le Nautilus, son équipage. Quant au capitaine Nemo, s'il vit encore, c'est pour lui que j'ai écrit ce livre. Non pas pour le justicier assoiffé de vengeance, mais pour l'ingénieur extraordinaire, le défenseur des opprimés qui m'a fait découvrir toutes les richesses de la mer. Me croira-t-on ? Je ne sais.
Peu importe après tout, la vérité est au fond des océans.